Jacques Joannin, grâce aux soins duquel nous nous portons bien. Il y a un exemplier Voilà, qui doit être distribué. Et moi, je ne vais pas vous distraire finalement avec des cartes et des images, ce que j'aurais pu faire, mais étant donné que le temps est relativement court, je suis obligé d'abréger considérablement ce que je voulais faire. Mon étude sur les médecins grecs et l'Asie portera sur la période antérieure à la découverte des profondeurs de l'Asie par Alexandre, donc à l'époque classique, au temps où la médecine grecque commença à devenir célèbre par ses centres médicaux en Occident ou en Orient, et put rivaliser avec la médecine égyptienne jusque dans les profondeurs de l'Asie, et où la littérature médicale se développa notamment dans la famille des Asclépiades, soit Acnides, où avait été rédigé par un groupe de médecins un grand ouvrage de nosologie intitulé « Les sentences cnidiennes malheureusement perdues », soit à Kos, où les œuvres d'Hippocrate, jeune contemporain d'Hérodote, ont fourni le noyau d'une collection d'écrits médicaux conservés qui restent les fondements de la médecine occidentale. Je voudrais évoquer surtout la vie de ces médecins itinérants qui sont partis loin de leur patrie où ils avaient eu une formation médicale et se sont retrouvés la plupart du temps involontairement dans les profondeurs de l'Asie, auprès du roi de Perse, sous des monarques différents, Darius, Artaxerxès Ier ou Artaxerxès II, sans omettre d'analyser le refus volontaire du plus célèbre d'entre eux, Hippocrate, qui déclina l'invitation du grand roi, puis, à partir de l'œuvre de deux d'entre eux, Hippocrate de Cos et Ctésias de Cnide, je comparerai brièvement la vision fort différente que ces médecins avaient de l'Asie et des Asiatiques. Si l'on suit l'ordre chronologique dans les relations entre les médecins et l'Asie, le premier témoignage important est celui d'Hérodote. Il nous donne des indications très précises sur un médecin grec réputé qui soigna le roi de Perse, Darius, règne 521-486, et également la reine Atossa. Pourtant, les relations des Grecs avec la cour du roi de Perse, Darius, étaient fort rares. Quand Darius, peu de temps après la prise de son pouvoir, apprit qu'un Grec qui prétendait être son bienfaiteur voulait le voir alors qu'il était à Suse, il se dit fort étonné et déclara « Eh, à quel bienfaiteur grec puis-je avoir quelque obligation? C'est à peine si un Grec est déjà venu jusqu'à nous. » Aussi n'est-il pas étonnant que la présence d'un médecin grec à la cour de Darius ne soit en fait que le résultat d'une odyssée assez incroyable qu'Hérodote nous conte avec délice. Quand on parle des médecins de la Grèce antique à l'époque classique, il faut abandonner toute vision athénocentrique de la Grèce. L'origine des grands médecins et des grandes écoles médicales ne se situe pas à Athènes, mais aux confins occidentaux ou orientaux du monde grec. Les grands centres médicaux, selon Hérodote, étaient à l'époque de Darius ceux de Crotone en Italie du Sud et après eux ceux de Cyrène en Libye. C'est un des médecins originaires de Crotone qui, après une très belle carrière en Grèce, se retrouva prisonnier en Asie. Il s'agit de Démocédès. Né dans une famille de médecins à Crotone, il quitta sa ville natale non parce qu'il était déjà célèbre, mais parce qu'il ne s'entendait plus avec son père Calliphon, lequel avait un caractère difficile. C'est alors qu'il eut une carrière fulgurante qu'Hérodote retrace avec brièveté et précision, texte numéro 1. Établi dans l'île d'Égine, dès la première année, Démocédès surpassa tous les autres médecins, alors qu'il était sans équipement et n'avait aucun des instruments nécessaires pour l'exercice de l'art. La seconde année,
Les Éginettes l'engagent comme médecin public avec un salaire d'un talent. La 3e année, les Athéniens avec un salaire de 100 mines. La 4e année, Polycrate avec un salaire de 2 talents. Il est très rare d'avoir des renseignements aussi précis sur la carrière d'un médecin grec. Mais, arrivé au fait de sa carrière en Grèce, alors qu'il était le meilleur médecin de son temps, il subit le contre-coup des malheurs de son prince. Il faisait partie de la suite de Polycrate quand le tyran alla en mission auprès du Perse Oroïtès, gouverneur de Sardes, qui habitait à Magnésie du Méandre. Polycrate avait été attiré dans un piège et fut exécuté. Démocédès, en tant qu'étranger, fut retenu comme prisonnier. Puis, lorsque Oroïtès fut éliminé par Darius, tous les biens du gouverneur de Sardes furent transférés à Suse, la capitale de l'Empire perse. Parmi eux était Démocédès, retenu prisonnier au milieu des esclaves, vêtu de haillons, ayant les fers aux pieds. C'est alors que, grâce à son art, il retrouva une nouvelle prospérité. Darius se blessa aux pieds en sautant de son cheval lors d'une chasse. Ces médecins, qui étaient des Égyptiens, avaient fait empirer le mal par leur traitement brutal. Démocédès, dont la présence fut signalée à Darius parmi les esclaves prisonniers, fut convoqué et, après avoir hésité à révéler sa compétence de peur d'être retenu en Asie, il fut obligé, sous la menace, de soigner Darius et réussit par la douceur ce que les autres médecins avaient aggravé par la violence. De la sorte, Démocédès devint un grand personnage de la cour. Il jouissait d'une grande demeure et était commensal du roi. Tout aurait dû le satisfaire, mais il ne lui manquait qu'une chose, la seule qui lui tenait vraiment à cœur, c'est de retrouver la liberté pour rejoindre son pays, la Grèce. Peu de temps après son premier succès médical, il se signala par un second. Atossa, la fille de Cyrus l'Ancien et la femme de Darius, souffrait d'un abcès au sein qui avait suppuré et s'étendait. Après avoir caché un certain temps son mal, elle convoqua Démocédès. Le médecin promet de la guérir, à condition qu'elle exécute une promesse honnête qu'il lui ferait. Il réussit à la guérir, et c'est à travers les mots adressés par Atossa à Darius, après sa guérison, que l'on découvre ce que voulait faire Démocédès. Il voulait retourner dans sa patrie et suggéra, par l'intermédiaire d'Atossa, de l'envoyer comme guide pour que les Perses viennent à la conquête de la Grèce. C'est ainsi qu'il fut envoyé par Darius en éclaireur avec 15 Perses notables le long des côtes de la Grèce pour préparer une expédition de Darius contre les Grecs. Partis du port de Sidon en Phénicie, ils longèrent les côtes de la Grèce, dont ils firent un relevé, et une fois arrivés à Tarente en Italie, avec la complicité du roi de cette cité, Démocédès rejoignit sa patrie, où il épousa la fille de l'athlète Milon de Crotone, tandis que les Perses, après des aventures que j'abrège, furent ramenés à Darius par un Grec exilé de Tarente. Hérodote termine l'expédition par la conclusion suivante, texte numéro 2, « Ces Perses-là furent les premiers à venir d'Asie en Grèce, et voilà pourquoi ils firent ce voyage de reconnaissance. » Tel est donc le destin du plus célèbre médecin grec avant Hippocrate, et tels furent ses rapports avec l'Asie. Ce fut une grande première. Du point de vue de la médecine, c'est le premier médecin grec célèbre qui a exercé dans les profondeurs de l'Asie à Suse, où il eut une place éminente auprès du souverain perse et de sa femme. Jusque-là, les médecins mondialement réputés étaient les médecins égyptiens. On assiste pour la première fois à une confrontation entre des médecins égyptiens et un médecin grec. Hérodote oppose la douceur et l'efficacité de la médecine grecque à la brutalité et l'inefficacité de la médecine égyptienne. Qui plus est, le médecin grec se montra généreux vis-à-vis des médecins égyptiens qui devaient être empalés pour avoir échoué dans leur traitement. Il intervint en effet auprès de Darius avec succès et leur sauva la vie. Mais son subterfuge pour retrouver la Grèce reste ambigu. Il fut un moyen personnellement efficace pour échapper de sa prison dorée en Asie,
mais en même temps, il eut des conséquences néfastes pour la Grèce. Il provoqua la première mission d'investigation des Perses en Grèce, ce qui fut sans aucun doute utile pour Darius lorsqu'il mit son projet à exécution. Le second médecin grec le plus célèbre de sa génération, que l'on rencontre après Démocédès dans les relations entre la Grèce et l'Asie, est Hippocrate. On change de génération, on change de lieu d'origine et surtout d'époque dans la relation entre les Grecs et les Perses. C'est dans les années 520 que Démocédès, au sommet de sa carrière, a été fait prisonnier sur la frange de l'Asie avant d'être transféré à Suse dans les profondeurs de l'Asie. Or, Hippocrate est né 60 ans plus tard, en 460. Les grandes familles médicales qui émergeaient à la célébrité n'étaient plus celles qu'Hérodote mentionnait dans son récit sur Démocédès, à savoir celles du monde grec occidental, Crotone, ou méridional, Cyrène, mais c'était celles du monde grec oriental, celles de Kos et de Cnide, c'est-à-dire de l'Asie, Cnide, ou des îles de la côte asiatique, Kos. Les deux centres étaient en fait les deux branches d'une grande famille médicale, celle des Asclépiades, qui prétendait descendre d'Asclépios par l'intermédiaire de son fils Podalyre, médecin de l'armée avec son frère Macaon lors de l'expédition des Grecs contre Troie. Podalyre, lors de son retour, ne réussit pas à revenir en Grèce continentale, mais échoua sur la côte sud de l'Asie mineure où il fonda la famille des Asclépiades qui essaima, comme vous le voyez, dans un périmètre assez restreint, à Cnide, à Kos et à Rhodes. À l'époque d'Hippocrate, la branche de Rhodes avait disparu. Les deux autres branches de la famille parvinrent à la notoriété, surtout celle de Kos grâce à Hippocrate, dont la célébrité parvint jusqu'au roi de l'Asie. Cependant, depuis Démocédès, les relations entre les Grecs et le roi des Perses avaient considérablement changé. Darius entreprit, après la révolte des cités grecques de l'Asie mineure, son expédition contre la Grèce, suivie par celle de son fils Xerxès. Les cités grecques de la frange asiatique ou des îles côtières se souvenaient encore de leur résistance contre la double invasion perse. C'est dans ce contexte que s'explique le refus d'Hippocrate à l'invitation du roi des Perses, qui était le fils et le successeur de Xerxès, Artaxerxès Ier, dit Longue Main, règne 464-424. Cet épisode des relations entre les médecins grecs et l'Asie est resté l'un des traits saillants attribués à la vie d'Hippocrate. Le souvenir de cet épisode de la vie d'Hippocrate a été ravivé en France à la fin du XVIIIe siècle par le tableau de Girodet, apprécié de Baudelaire, intitulé « Hippocrate refusant les présents d'Artaxerxès ». Mais ce que l'on connaît moins, c'est la violence des menaces qui ont été proférées par le roi des Perses contre Hippocrate et contre l'île de Kos lors de l'ambassade qu'il envoya en réponse au refus d'Hippocrate et la réponse courageuse des habitants de Kos. Le grand roi demande aux habitants de Kos de lui livrer Hippocrate en les menaçant de détruire l'île de Kos pour les châtier aussi de leur ancienne faute. C'est une allusion à l'attitude de l'île de Kos qui refusa de se soumettre lors des deux guerres médiques précédentes. Par décret du peuple, l'île de Kos décida de ne pas livrer Hippocrate à l'ambassade perse en conformité avec l'attitude de leurs ancêtres qui avaient refusé de remettre la terre et l'eau en signe de soumission aux Perses. Avant même le refus d'Hippocrate de répondre à l'invitation d'Artaxerxès Ier, la présence d'un médecin de Kos est attestée à la cour du roi de Perse, peut-être d'Xerxès, en tous les cas sûrement dès le début d'Artaxerxès. Il s'agit d'Apollonides de Kos. Les données que nous avons sur la destinée de ce médecin sont rares, mais elles sont sûres. Elles illustrent parfaitement les heures et les malheurs d'un médecin grec de cour en Asie. La première fois que l'on entend parler de lui, c'est au moment de la succession de Xerxès, assassiné après son retour en Perse, et de l'avènement de son fils Artaxerxès Ier, qui eut lieu dans une période troublée, règne 465-424. Dans un combat pour soutenir le nouveau roi, Mégabise est grièvement blessé. C'est là qu'on entend parler pour la première fois
de notre médecin de Cos. Témoignage numéro 7. Mégabise est grièvement blessé. C'est un grand deuil pour Artaxerxès, Amytis, Rodogune et leur mère Amestris. Le blessé est difficilement sauvé par les soins multipliés d'Apollonides, médecin de Cos. Nous sommes en 464, c'est-à-dire qu'Hippocrate avait 4 ans. Cet Apollonides de Cos est donc nettement antérieur à Hippocrate. Il atteste de la réputation de la tradition médicale de Cos bien avant lui. Cela n'est pas étonnant, car Hippocrate est né dans une famille médicale où la tradition médicale remonte très haut. Cet Apollonides appartenait-il à la famille des Asclépiades comme Hippocrate? Cela est très probable, car l'enseignement médical n'était pas encore à cette époque-là ouvert à des disciples extérieurs à la famille. Comment ce médecin de Cos est-il venu à la cour du roi de Perse? Il est impossible de le dire, mais il était manifestement bien en cours depuis un certain temps pour être appelé auprès d'un très grand personnage de Perse, Mégabise, le beau-frère d'Artaxerxès Ier, le nouveau roi. Il avait été blessé dans un combat pour défendre sa cause. En sauvant Mégabise, le médecin de Cos Apollonides fit la joie de ses proches, le roi, Amytis sa femme et Amestris la reine-mère. Puis on retrouve ce médecin de Cos bien des années plus tard, après la mort de Mégabise, disparu à l'âge de 76 ans. C'est toujours sous le règne d'Artaxerxès Ier, donc avant 425. Voici le récit où réapparaît le médecin de Cos, témoignage numéro 8. Depuis la mort de son mari Mégabise, Amytis avait souvent des relations avec les hommes, comme c'était déjà le cas avant elle pour sa mère Amestris, après la mort de son mari Xerxès. Le médecin de Cos Apollonides, alors qu'Amytis était tombé malade, même si le mal était bénin et sans gravité, et comme lui s'était épris d'elle, déclara qu'elle retrouverait la santé en ayant des relations avec les hommes, vu que c'était une affection de la matrice. Et alors que son projet lui avait réussi et qu'il avait des relations avec elle, comme la femme dépérissait, il mit fin à ses relations. Désormais mourante, elle demanda alors à sa mère de tirer vengeance d'Apollonides. Sa mère révéla tout au roi Artaxerxès, comment il avait eu des relations avec elle, comment il l'abandonna après avoir abusé d'elle, et comment sa fille lui avait demandé de tirer vengeance d'Apollonides. Lui, Artaxerxès, confie à sa mère le soin de faire ce qui lui paraît approprié à la situation. Elle fait arrêter et enchaîner Apollonides, qu'elle torture pendant 2 mois avant de l'enterrer vivant au moment même où Amytis mourut. Le médecin avait certes commis une faute grave en abusant de sa patiente. Dans les profondeurs de l'Asie, il avait oublié l'éthique de son centre médical d'origine, qui devait appliquer déjà les règles qui seront formulées un peu plus tard dans le serment d'Hippocrate. Mais le médecin grec originaire de Cos se trouvait dans une cour où la reconnaissance ne semble pas être durable, puisque Apollonides avait sauvé par le passé Mégabise, le mari d'Amytis, lorsqu'il avait été grièvement blessé. Et surtout, une cour où la cruauté se déchaîne, particulièrement celle d'Amestris, la veuve de Xerxès, une tortionnaire aguerrie qui fait enterrer des hommes vivants et couper à une femme les seins, le nez, les oreilles, les lèvres et la langue. Ce que je n'ai pas encore dit, c'est la source qui nous révèle la tragédie de ce médecin de Cos. C'est une source unique, mais il s'agit d'un autre médecin, Ctésias de Cnide, qui sait de quoi il parle, parce qu'il a été le médecin d'Artaxerxès, non plus d'Artaxerxès Ier, dont il a été question jusqu'ici, mais d'Artaxerxès II, qui eut un règne plus long à la fin du Ve siècle et pendant la première moitié du IVe siècle, 405-358. C'est un médecin de la 2e branche de la famille des Asclépiades, celle de Cnide, moins réputée que celle de Cos, parce qu'elle n'a pas eu l'égal d'Hippocrate. Mais il est connu pour avoir soigné la blessure que le roi de Perse, Artaxerxès II, avait reçue de son frère Cyrus le Jeune à la bataille de Cunaxa en 401. Et le sort de Ctésias, médecin à la cour du roi de Perse, ne fut pas comparable à celui d'Apollonides. Il revint
probablement dans sa patrie, où il composa à la fin de sa vie une histoire perse en 23 livres, les Persica, avec une annexe sur l'Inde, les Indica. Comment est-il arrivé à la cour du roi de Perse? Un seul témoignage nous donne une indication, c'est l'historien Diodore de Sicile, dans le livre 2 de sa bibliothèque historique, texte numéro 11. Ctésias de Cnide, pour l'époque, vécut au moment de l'expédition de Cyrus contre son frère Artaxerxès. Ayant été fait prisonnier de guerre et choisi par le roi pour sa science médicale, il passa 17 ans constamment honoré par lui. Ctésias serait donc parvenu à la cour de Perse exactement comme Démocédès de Crotone. C'est possible, mais Ctésias, bien qu'il parle assez souvent de lui-même dans son œuvre, que l'on connaît indirectement par le résumé qu'en a fait le patriarche Phocius et par l'utilisation qu'en a faite Plutarque dans sa vie d'Artaxerxès, ne dit mot pour expliquer sa présence à la cour du roi. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas été fait prisonnier lors de la bataille de Cunaxa, comme le prétend Tzetzès, car on sait qu'il était déjà au service d'Artaxerxès au moment de la bataille. Xénophon, qui, tout en participant à la bataille du côté de Cyrus, n'a pas assisté à la rencontre entre les deux frères, et il fait référence à Ctésias, qui, lui, a assisté dans le camp d'en face. Voici ce que dit Xénophon dans l'Anabase, texte numéro 12. Étant avec ses commensaux, Cyrus aperçoit le roi et le groupe qui était autour de lui, et aussitôt, il ne se contint plus, mais en disant « Je le vois !» il lança contre lui son javelot, le frappe à la poitrine et le blesse au travers de la cuirasse, à ce que dit Ctésias le médecin, Ctésias o Iatros, qui également dit avoir soigné lui-même la blessure. Au moment où Cyrus frappe, un inconnu l'atteint avec un javelot sous l'œil violemment. Ce fut alors une lutte entre le roi, Cyrus, et leur entourage pour défendre l'un et l'autre. Tous ceux qui périrent dans l'entourage du roi, Ctésias les nomme, car il était à ses côtés. Cyrus lui-même mourut, et au nombre de 8, les meilleurs de son entourage gisaient sur son cadavre. Les deux mentions de Ctésias, faites ici par Xénophon, sont là pour combler une lacune importante sur un moment important de la bataille que Xénophon n'a pas vu. La rencontre entre les deux frères, Cyrus et le roi Artaxerxès, la blessure d'Artaxerxès et la mort de Cyrus. Le reste des faits et gestes de Ctésias au cours de la bataille est connu par Plutarque dans sa vie d'Artaxerxès, où il utilise comme source principale l'œuvre de Ctésias. Le roi, blessé à la poitrine par un javelot lancé par son frère, était tombé de cheval et il fut conduit par un petit groupe de fidèles, dont Ctésias, sur une colline au calme. C'est là que le médecin le soigna. Le javelot avait pénétré d'une profondeur de 2 doigts dans la poitrine à travers la cuirasse. Après la bataille, Artaxerxès couvrit d'honneur Ctésias et les autres qui formaient le petit groupe qu'il avait aidé et accompagné sur la colline à l'écart. Ctésias fut non seulement le médecin personnel du roi, mais il était aussi, c'est très important, le médecin de la mère du roi, Parysatis. Je voudrais terminer par un bref essai sur la comparaison de l'image de l'Asie chez l'œuvre de 2 médecins de formation tout à fait comparable. L'un ayant été formé à Kos, Hippocrate, mais ayant toujours exercé en pays de langue grecque et refusé d'aller à la cour du roi de Perse, l'autre ayant été formé à Cnide, Ctésias, mais ayant exercé sa carrière pendant plusieurs années à la cour du roi de Perse. La vision de l'Asie la plus connue est celle du médecin de Kos. Parmi la 60aine de traités conservés sous le nom d'Hippocrate, il en est un qui possède dans sa seconde partie un long développement ethnographique sur l'Asie comparée à l'Europe. C'est le traité intitulé « Air au lieu ». La première partie du traité est médicale. Elle s'adresse aux médecins itinérants et expose les grands facteurs que le médecin arrivant dans une cité inconnue de lui doit observer pour déterminer et prévoir les maladies générales ou particulières qu'il rencontrera tout au cours de l'année. D'abord les saisons, puis les vents, les eaux, la nature du sol et le régime des habitants. Cette médecine environnementale s'élargit dans une ethnographie rationnelle.
En effet, dans une seconde partie du traité tout à fait étonnante, l'auteur hippocratique oppose l'Asie à l'Europe. Il va expliquer les différences physiques et morales entre les peuples, essentiellement par les facteurs physiques, climat et nature du sol, et secondairement par les coutumes et par les lois. C'est une comparaison célèbre dans la pensée occidentale que n'ignorait pas Montesquieu. Voici comment il présente l'Asie, texte numéro 14. Je dis que l'Asie diffère au plus haut point de l'Europe, par la nature de toutes choses, aussi bien des plantes qui poussent du sol que des hommes, car tout vient beaucoup plus beau et beaucoup plus grand en Asie. Ce pays est plus doux que l'autre et les caractères des hommes y sont plus amènes et plus faciles. La cause en est le mélange tempéré des saisons. Mais le courage, l'endurance, le goût de l'effort et la fatigue et la fougue ne sauraient exister en une telle nature. On est frappé par la vision idyllique de l'Asie où tout est plus grand, végétation, animaux et habitants. Les Asiatiques sont même définis par la douceur du caractère. Cet éloge est assorti toutefois d'une réserve importante sur le moral des Asiatiques. La douceur n'est pas compatible avec le courage, l'endurance, le goût de l'effort et la fougue. À l'inverse, les Européens, par suite des différences plus grandes entre les saisons, participent plus du sauvage que de la douceur. En revanche, ils ont plus de pénétration et plus d'intelligence pour les arts, et à la guerre, ils sont plus braves. De plus, ces différences dues aux conditions naturelles sont amplifiées par les lois, car en Europe dominent les régimes démocratiques qui stimulent le courage, en Asie, les régimes monarchiques qui l'éteignent. Face à cette vision assez idéaliste de l'Asie chez le médecin de Kos, le grand intérêt de la vision sur l'Asie chez le médecin de Cnide est qu'il a été le seul grec à pouvoir nous renseigner sur ce qui se passe à l'intérieur de la cour du roi de Perse. Il est déjà le seul, comme nous l'avons vu, à nous révéler la présence dans l'Asie profonde de 2 des 4 médecins grecs que nous avons évoqués, à savoir Apollonides de Kos et un autre, Polycritos de Mindée. Le témoignage de Ctésia sur ce qu'il a vécu à la cour est d'autant plus précieux qu'il a bénéficié des confidences de Parisatis, la mère d'Artaxerxès II, dont il était le médecin personnel. Cette femme était impérieuse et c'était une tortionnaire qui se déchaînait quand elle vengeait les siens. Et elle s'est vengée de ceux qui avaient tué, elle s'est vengée notamment de ceux qui avaient tué son fils Cyrus ou participé à sa mutilation lors de la bataille de Cunaxa. Elle réussit dans un jeu de dés avec le roi à gagner celui qui avait tranché la tête du cadavre de Cyrus sur ordre du roi Bagapatès. Elle le fit écorcher et mettre en croix. Elle tira aussi vengeance des 2 combattants qui avaient frappé Cyrus. Elle put le faire plus facilement, car le roi, même après les avoir récompensés pour obtenir leur discrétion, n'apprécia pas d'apprendre qu'ils continuaient à revendiquer leur action. Il les livra à la vindicte de Parisatis, qui déploya son imagination de tortionnaire. Voici le sort du premier, c'est texte numéro 15. Le roi, apprenant ces propos, fut irrité et ordonna de lui trancher la tête. Mais sa mère, qui était là, lui dit « Roi, ce n'est pas de cette façon que tu dois te débarrasser de ce maudit carien. Il recevra de moi le juste salaire de ce qu'il a l'audace de prétendre. » Le roi, le lui ayant abandonné, Parisatis le mit entre les mains des bourreaux, auxquels elle ordonna de le torturer pendant 10 jours, puis de lui arracher les yeux et de couler dans ses oreilles du cuivre fondu jusqu'à ce qu'il mourût. Le second subit le supplice des auges. Texte numéro 16. Voici en quoi consiste ce supplice. On prend 2 auges, faites pour s'ajuster l'une sur l'autre. On couche le condamné sur le dos dans l'une d'elles, puis on met l'autre par-dessus, et on l'adapte de manière que la tête, les mains et les pieds débordent en dehors et que tout le reste du corps soit couvert. On donne à manger au patient et s'il refuse, on l'y force en lui piquant les yeux.
Quand il a mangé, on lui verse dans la bouche comme boisson un mélange de miel et de lait que l'on répand aussi sur le visage. Ensuite, on lui tient sans cesse les yeux tournés vers le soleil, et les mouches s'abattant en foule sur son visage le recouvrent tout entier. Comme il est obligé de satisfaire à l'intérieur de son auge tous les besoins, les vers et les helminthes pullulent par suite de la corruption et de la putréfaction des excréments. Ils pénètrent à l'intérieur du corps et le font pourrir. Quand on constate que l'homme est mort, on enlève l'auge du dessus et l'on voit la chair rongée par les essaims de ces animaux qui se fixent sur les entrailles et les dévorent. C'est ainsi que Mithridate, c'était Mithridates, mourut à grand-peine après 17 jours de supplice. On se demande comment Ctésias a pu être le médecin personnel d'une femme aussi redoutable et comment il a pu conserver, après avoir été couvert d'honneur par le roi lors de la bataille de Cunaxa, la confiance de la mère et du fils, alors qu'il fut plusieurs fois le témoin de leur brouille et de leur réconciliation. Il dut sans doute être obligé de jouer parfois un double jeu tout en calculant les risques. Ce qui reste symbolique de cet équilibre qu'il a su maintenir, c'est qu'il était fier d'avoir reçu le même cadeau de Parisatis et d'Artaxerxès, 2 épées d'un fer précieux venues d'une fontaine de l'Inde. Que faut-il privilégier dans ces 2 visions de l'Asie? La vision large du médecin de Kos, s'efforçant de dégager de son expérience de médecin des principes généraux pour expliquer les différences entre Asiatiques et Européens, et parlant de la douceur des Asiatiques et de la sauvagerie des Européens, ou la vision du médecin de Cnide, relatant sur l'Asie à partir de son expérience personnelle, ce qui se passait dans les profondeurs de la cour du roi, où les raffinements de la cruauté dépassent l'imagination. Il n'y a probablement pas lieu de choisir entre ces 2 images contrastées mais complémentaires. Le rapprochement à lui seul donne à réfléchir sur les ombres et les lumières d'une Asie vue par les Grecs, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. En tous les cas, il convient de réhabiliter le témoignage précieux de Ctésias, trop facilement accusé de mensonge et de déformation par recherche du sensationnel. Donc, j'essaye de réhabiliter les connaissances de l'Asie de Ctésias, comme tout à l'heure, les connaissances d'Hérodote ont été réhabilitées par ma chère consoeur.